Salut, je travaille en ce moment sur Windows et que tu aimerais passer sur un système Unix. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je t'apprends comment est-ce que tu fais pour installer le subsystème Linux de Windows. En fait, c'est un système que Windows a inventé afin de pouvoir satisfaire les utilisateurs qui préféraient les systèmes Linux. Déjà, c'était peut-être dû à la concurrence, mais les raisons pour lesquelles ils ont créé ça ne nous intéresse pas. C'est surtout ce à quoi est-ce que ça nous sert qui est le plus important ici. Alors, ce système nous offre la possibilité, ce système Linux nous offre la possibilité de travailler sur nos PC Windows carrément comme si on était dans un système Linux. On a beaucoup d'avantages, comme par exemple le fait qu'on peut se déplacer facilement dans les fichiers. On peut communiquer avec les bases de données en ligne et même sur nos PC très facilement, faire des modifications et les publier aussi facilement, travailler en gros sans avoir toutes les tracasseries que Windows comporte en fait. Et donc pour un programmeur qui aimerait passer sur Linux, juste à cause des avantages que Linux offre, il n'a plus besoin de changer de système. Il installe juste ce bash là et c'est tout quoi. Il a la possibilité de travailler sur son PC sans devoir changer de système. Il installe ce bash et tout est réglé. Alors, sur quel système est-ce qu'on peut installer ce bash? C'est disponible à partir de la version Windows 10 de 2016. Donc la dernière modification de 2016, c'est la version à partir de laquelle ils ont introduit ce système. Alors comment est-ce qu'on installe ce bash là? Passons à la machine. Ok, nous voilà de retour sur mon PC pour l'installation de ce subsystème. Ce que vous allez faire, c'est d'abord d'aller dans la barre de recherche et à ce niveau, si vous allez taper paramètres, c'est dans une machine en français naturellement. Chez moi, c'est Einstellungen, donc je tape ça. Et là, vous tapez sur Update und Sicherheit, qui signifie en français mise à jour et sécurité. Donc, vous tapez sur ça. À ce niveau-ci, vous partez sur pour développeur. Chez moi, c'est sur Entwickler. Et vous activez le Entwickler Modus, le mode pour développeur. Vous activez ça. Une fois que c'est fait, vous allez dans le panneau de configuration. Donc vous tapez panneau de configuration au niveau de la barre de recherche. Chez moi c'est Systemsteuerung en allemand. Systemsteuerung. Et à ce niveau, si vous allez partir sur programme. Programme, c'est la même chose. Et ici au niveau de programme and features, programme et applications, vous allez prendre désactiver les applications Windows ou activer. Donc vous tapez là et vous allez en bas, loin en bas, ici, en bas. Et une fois arrivé à ce niveau-ci, voilà, vous allez cliquer à ce niveau. Windows Subsystem for Linux, donc Windows Subsystem pour Linux, vous activez ça et vous cliquez sur OK. Une fois que vous allez cliquer sur OK, on va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Ce que vous allez faire, de redémarrer l'ordinateur complètement. Et après le redémarrage, le tout devrait déjà être installé. OK, une fois le redémarrage de l'ordinateur effectué, vous allez aller au niveau de la barre de recherche toujours. Vous allez taper la commande, vous allez taper bash, pas une commande, donc vous tapez bash et vous ouvrez. Bon, chez moi c'est déjà installé, mais chez vous, vous n'aurez pas une interface comme celle-ci. Donc du coup, vous allez taper O et vous allez taper entrée. Avec cette commande-ci, vous allez pouvoir installer Ubuntu dans votre ordinateur. À ça, il y a une alternative. Ce n'est pas seulement avec O que cela peut être effectué. Vous pouvez aussi également installer un système Ubuntu depuis votre plateforme d'installation Windows. Je peux accéder à cette plateforme. Oui, donc vous allez chercher le Microsoft Store et dans le Microsoft Store vous allez rechercher Ubuntu. Comme chez moi, c'est ce que j'ai eu installé. Tu vas chercher Ubuntu 20.0 sowas. Ok, Ubuntu 20.04 LTS. Donc vous allez prendre ça, vous allez l'installer et après l'installation, il devrait déjà avoir tout fait pour vous.
Donc après l'installation, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir vos invites de commande comme d'habitude sans souci. Et ici vous tapez bash. Après que vous avez tapé bash, on va vous renvoyer dans votre système Linux. Donc il y a cette possibilité. S'il y a aussi la possibilité de taper directement bash au niveau de la barre de recherche, ça va toujours sortir la même chose. Il y a plusieurs possibilités déjà. Donc par rapport à l'alternative que vous aurez utilisée, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs noms utilisables au niveau de la barre de recherche. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux taper un sur HP là, juste pour voir la version que j'ai. On peut taper un lsb -release-a. Donc là vous pouvez voir que j'ai la version Ubuntu 20.04.3 comme j'ai eu à l'énoncer dans l'autre partie. Just for fun, on peut voir la liste de fichiers qu'il y a ici à l'intérieur, ls-l. Donc là, on voit bien que j'ai 0 fichier à l'intérieur, donc ça ne vaut même pas la peine de continuer là-dedans. Je tiens à préciser que lorsque vous allez lancer ça pour la première fois, on va vous demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça va être utile parce que à un certain niveau, lorsque parfois vous allez faire les installations, surtout avec sudo apt-get, sudo apt-get ou là sudo apt-install, c'est-à-dire en mode administrateur, on va vous demander un mot de passe. Et c'est ce mot de passe là que vous entrez déjà au début, lorsque vous entrez dans votre Linux pour la première fois, dans votre branche Linux pour la première fois, disons comme ça. Donc mon nom d'utilisateur, c'est ça que vous voyez à ce niveau-ci, Jackson, et le mot de passe il est caché en tout cas, moi je crois, ouais. Donc qu'est-ce que je dis, mon nom d'utilisateur, je pense que c'est plutôt Tsao Shaggy. Bon, je sais pas trop ce que j'ai mis là, mais bon, ça me demande beaucoup plus mon mot de passe à chaque fois. Donc c'est ça que j'entre. Ok, maintenant on va aller dans le fichier souche de notre base Linux. Donc on va faire change directory /mnt /c. Bon, en fait ces fichiers là, lorsque vous tapez ls, vous ne les avez pas vus parce que en fait le système les cache, disons. Il y a plus de fichiers que le système cache pour ne pas que ce soit incombant, pour ne pas que lorsque je vais entrer dans mon fichier, mon explorateur de fichiers, que je les vois alors qu'ils ne sont pas utiles à ce niveau là. Donc ici je vais entrer mnt /c et pour continuer je vais entrer dans un fichier. Donc là je vais mettre directement le lien parce que je vais pas recopier encore tout ça là directement, c'est un peu trop pour moi. Donc du coup je tape directement le lien. Ce que je vais vous montrer à ce niveau-ci. Ok, maintenant dans ce fichier j'ai des différents programmes que j'ai envie de lancer avec vous, pour vous montrer comment ça fonctionne en général. Donc là je vais entrer dans mon fichier Flash of Carve, pas besoin que vous compreniez ça. Change directory Flash of Carve ici. Ok, on est dans le fichier et ici à l'intérieur on va lancer un fichier. Dans la première vidéo je vous avais appris à lancer un fichier Java. Donc là j'ai mon Java C. À l'intérieur il y a un fichier qui s'appelle ratten.java. Donc là je l'ai compilé sans aucun souci avec mon système Linux et je peux l'ouvrir sur un système Linux. Étant donné que j'utilise Vim avec vi ratten.java, je peux ouvrir mon fichier sans aucun souci. Et pour sortir, là vous allez devoir apprendre encore les commandes de Linux complètement naturellement. Donc si vous voulez utiliser d'ailleurs Linux, c'est que vous connaissez déjà quand même certaines commandes. Donc c'est exactement comme sur Linux. Là je vais se faire une démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne en tout cas. Donc wq pour enregistrer et sortir. Et pour lancer Java Ratten directement, ça je vous ai déjà appris à faire. Donc
qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? J'aurais pu vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser SSH à ce niveau-ci, mais ça je le garde peut-être pour une prochaine vidéo, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent travailler déjà avec un cloud, c'est pas soit un cloud, soit une base de données en ligne en tout cas. Donc pour ça, c'est avec SSH, et si vous êtes intéressé, c'est peut-être pour une prochaine vidéo comme j'ai pu le dire. Ok, et juste pour une démonstration, on va par exemple, je sais pas, on peut cloner mon repository qui est en ligne pour voir. Donc pour ça, je vais aller à ce niveau-ci. Je vais aller prendre l'adresse de mon repositoire. Bon, c'est un repositoire que je travaille avec une amie là-dessus. Donc on va aller à ce niveau-ci. Et là, je vais copier le lien SSH, pas le lien HTTP bien sûr. Et à ce niveau-ci, je vais taper git clone, et je donne l'adresse du repositoire que j'ai envie de cloner. Donc là, ça fait un clonage direct. Vous voyez que c'est très facile, c'est très pratique. Là, je ne dois pas aller encore en ligne, copier tout ce que j'ai, tout ce qu'il y a dans mon fichier en ligne, de venir redéposer dans mon fichier avant de pouvoir le modifier encore. Et ça, c'est beaucoup trop de tracasserie. C'est vraiment l'une des choses qui énerve beaucoup les programmeurs, parce que toujours aller copier, faire un truc dans ton ordinateur, copier ça et ramener en ligne, c'est pas vraiment pratique lorsque tu travailles sur Windows tout simplement. Alors que quand tu as ton système, par exemple Linux, très facilement tu as la possibilité de faire les clonages, tu as la possibilité de faire des des modifications lorsque tu veux. Si tu travailles dans une classe master ou bien tu as ta branche personnelle, tu peux faire les modifications quand tu veux et comme tu veux sans trop te casser. Tu programmes directement au niveau de l'interface Linux, et tu compiles ici aussi et tu envoies ça en ligne quand tu veux, simplement avec un git add. Tu mets le fichier que tu viens de modifier, tu envoies ça en ligne. Et lorsque par exemple une personne a modifié le fichier en ligne et que toi tu veux avoir la version la plus récente, tu mets git pull et tu as la nouvelle version dans l'heure. Donc c'est assez pratique en tout cas. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo n'est pas destinée à vous apprendre toutes les fonctionnalités Linux en tout cas. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. Sachez juste que c'est comme sur Linux. Apprenez juste les commandes Linux et amusez-vous quoi. Ça y est, nous voilà à la fin de la vidéo. Normalement, tu devrais avoir réussi à installer ce Bash dans ton ordinateur. S'il y a eu un problème pendant l'installation, fais-le moi savoir en commentaire et je pourrais t'apporter une solution. Et si tu as d'autres questions par rapport à ce système-là ou bien par rapport à autre chose, fais-le moi savoir en commentaire. Et même si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse, alors écris-les en commentaire et je te répondrai. Et si le contenu t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Yeah.